lycéenne, je passais des heures à mon bureau, à regarder par la fenêtre les champs à perte de vue. Dans la vallée du Rhône, le vent souffle fort. Et moi, je rêvais. Je rêvais de creuser un lac dans le jardin de mes parents, juste pour pouvoir naviguer, juste pour pouvoir m'échapper. J'étais une marin d'eau douce, mais déjà, je naviguais loin. Je vous présente Anouk. Bienvenue dans mon univers. Catastrophique. Salut, moi c'est Anouk. Je suis navigatrice et entrepreneur. Mon défi, c'est de traverser l'Atlantique en solitaire pour faire grandir un rêve qui est bien plus grand que moi. J'ai grandi loin des embruns, loin des ports, loin des bateaux, loin des régates. Mais la mer est gravée là, depuis toujours. J'ai navigué à Annecy pendant de longues heures quand j'étais petite, entourée de ma famille. C'est là que j'y ai tiré mes premiers bords. C'était ma bouffée d'oxygène. Et quand j'ai grandi, j'ai voulu faire de la compétition. Mais c'était toute une organisation, il fallait que je fasse 3 heures de route pour faire 3 heures d'entraînement tous les week-ends. Et ça, c'était sans compter tous les déplacements pour les régates qui s'ajoutaient. J'ai travaillé, j'ai été bénévole, puis je me suis formée pour être monitrice de voile dans mon club. Et toutes les saisons, pendant mes études, je revenais. Je revenais aux sources, je revenais à mes sources. C'est là que j'ai découvert qu'est-ce que c'était que l'enseignement. Cette chose dont j'entendais parler partout, parce que je viens d'une famille de profs, donc chez moi, à la maison, on parle beaucoup d'éducation, de transmission, d'apprentissage. C'est quelque chose que je connais bien. Et malgré ça, même si j'ai toujours été bonne élève, j'ai eu quelques petits rebondissements dans mon parcours scolaire qui ont fait que ça n'a pas toujours été facile pour moi. Et j'ai fait une dépression en première avec un stress post-traumatique et une phobie scolaire. Alors, même si j'avais des facilités et que j'étais très bien entourée, ça s'est pas trop vu dans mes résultats, mais moi, j'avais perdu tout le sens de ce que ça pouvait être l'école. J'y voyais pas d'intérêt et j'avais vraiment pas envie d'être là. J'ai eu la chance d'être super bien accompagnée et d'être entourée de ma famille et de fonctionner avec eux comme fonctionnerait un équipage sur un voilier. On a fonctionné ensemble et ils m'ont aidée. Et je sais que c'était une chance et qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont cette chance-là. Alors, quand j'ai dû choisir mes études supérieures, j'ai voulu aller au bord de la mer. Parce que pour moi, c'était ça les études. Il fallait que j'aille au bord de la mer. Quand toutes mes copines choisissaient la proximité avec leur famille, moi je m'en fichais. Je voulais juste être au bord de la mer et faire de la voile. Puis les études, Mais au final, j'ai réussi à trouver des études qui m'ont plu et j'ai fait une licence sciences et humanités à Marseille. La licence sciences et humanités de Marseille, c'est une licence qui est un petit peu particulière. Elle a un fonctionnement qui est unique en France. L'objectif, c'est pas d'apprendre des choses brutes, c'est d'apprendre une méthode de travail, de réflexion, c'est de se construire un esprit critique et de faire de la recherche scientifique. Alors nos professeurs nous proposaient un thème. Par exemple, on a travaillé sur la couleur de nombreuses heures. Et j'avais une professeure de littérature, de sociologie et de chimie qui intervenait sur cette même thématique. Et le but, c'était après pour nous de nous former une pensée complexe, de créer ce qu'on appelle la transdisciplinarité. Ces études, c'était des études très intenses, très théoriques, et franchement, c'était pas trop ma tasse de thé normalement. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'aller faire des trucs avec mes mains, d'être utile, concrète, vivante. Pendant que je travaillais, là maintenant, à ma fenêtre, je voyais le pôle France qui s'entraînait et les catamarans, les F50 qui courent sur le circuit de CLGP, qui passaient à toute allure sous ma fenêtre. J'avais déjà passé un cap, c'était chouette de les voir. Et moi, j'ai continué, puis j'ai pu faire de la voile. Et là, je faisais de la voile tous les week-ends, juste en bas de chez moi. Je faisais du laser et de la planche à voile. Mais cette place, elle a quand même été assez difficile à avoir parce qu'il y a énormément de demandes et assez peu de place avec les cours de la fac. Mais j'ai réussi à avoir ma place et j'étais très, très contente. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai commencé à creuser, sans le savoir, les fondations de ce qu'allait être mon projet d'école. Parce que pendant un travail universitaire, je suis tombée sur les écoles de la forêt. Je ne sais pas si ça vous parle. Les écoles de la forêt, c'est un endroit où l'on apprend en marchant, en touchant, en vivant. Il faut vous imaginer des enfants qui sont en bottes et qui construisent des choses dans la nature, qui observent, qui posent des questions.
Les écoles de la forêt ou Forest School, c'est des écoles qui sont nées dans les années 1950 au Danemark. Elles ont ensuite été popularisées d'abord dans les pays du Nord, puis aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au Danemark, c'est 20% des écoles maternelles. Donc c'est quand même très développé. Le principe, il est très simple, c'est de sortir les enfants de la salle de classe et de leur proposer d'aller dans un environnement concret, d'aller dans un environnement naturel. C'est pas du tout une sortie scolaire ponctuelle, c'est vraiment un environnement, un espace-temps régulier, quotidien, hebdomadaire. Le but, c'est d'apprendre autrement. La pédagogie qui est utilisée dans les écoles de la forêt, c'est une pédagogie active qui est liée à l'expérience, qui est souvent inspirée sur des pédagogies que vous avez peut-être déjà entendu parler, Montessori, Freinet, Steiner. Et là, le but, c'est vraiment de mettre le lien au dehors, le lien au vivant. Dans ce cadre, les enfants ils peuvent retrouver un équilibre physique et émotionnel. Ils sortent du stress des 4 murs de la classe, ils osent, ils font des expériences. Et tous les apprentissages fondamentaux comme lire, écrire, compter, ils trouvent du sens parce qu'ils sont vécus dans l'expérience. Peut-être que vous connaissez ici à Brest, il y a la Brest Forest School qui propose ce modèle. Moi, avec ce système, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je me suis dit, mais oui, c'est ça pour moi l'éducation. C'est l'engagement, l'autonomie, la joie. C'est une école où on va grandir, tout simplement. Alors j'ai creusé, j'ai lu, j'ai observé, j'ai visité des écoles et j'ai fait mon mémoire de licence sur l'intégration de la pratique sportive et notamment de la voile dans le parcours scolaire. Parce que pour moi, la mer, c'est un véritable lieu d'apprentissage. La mer, ça enseigne la coopération, la responsabilité, la gestion des erreurs, ça nous apprend à lire le vent, mais aussi à lire en nous. Moi, je voudrais que cette école, elle nous permette de vivre et de rentrer dans un système où parfois c'est pas toujours facile. Alors je me suis dit, si on créait une école de la mer, une école au bord de l'eau, une école qui respire, une école pour les enfants qui, comme moi avant, rentraient peut-être pas trop dans les cases et avaient peut-être pas trop envie d'aller là. Et c'est là que j'ai su ma mission. Moi, ma mission, ce serait transmettre autrement, par la mer. Alors j'ai migré vers la Bretagne. Pourquoi me direz-vous? Puisque j'étais déjà au bord de la mer. Mais parce que c'est ici qu'on apprend à être un vrai marin, c'est ici qu'on apprend à être un navigateur complet. C'est ici qu'il y a des jeunes passionnés, qu'il y a des plus anciens, qu'il y a des écoles de voile de haut niveau. C'est ici qu'on apprend. Alors je suis venue là pour apprendre tout le temps, par tous les temps, et même sous la pluie. J'ai consolidé mes compétences. Je me suis formée, je suis passée de simple monitrice de voile saisonnière à entraîneur sportive en voile, en kayak et en char à voile. J'ai fait plein de formations sur l'environnement marin, sur la faune, la flore, la sécurité en mer, l'entretien des bateaux, la météo. Et en parallèle de ça, je travaille dans la course au large. Et ça m'a permis de mettre les mains dans la graisse, de mettre les mains dans les cordages et de comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et c'est aussi en Bretagne que j'ai appris à naviguer avec mon bateau. C'est lui, c'est Anabi. Anabi, c'est un mini 650. Peut-être que vous connaissez ces bateaux. Lui, c'est le mini 650 numéro 2. Pour exemple, des mini 650, quand ils sortent du chantier, ils sont tous numérotés les uns à la suite des autres. Et aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, on est au numéro 1100 et quelques. Moi, j'ai le 2. C'est un des plus vieux bateaux. Il est chargé d'histoire, chargé de sel, chargé de résilience. Ensemble, on s'est rencontrés lors de ma première navigation semi-hauturière. J'allais un peu plus au nord, je voulais aller visiter l'Écosse, et j'ai fait une petite escale à Dublin. C'est là que j'ai rencontré les propriétaires du bateau. Ils m'ont tout de suite proposé de venir naviguer avec eux, et j'ai embarqué. C'était une navigation qui était totalement improvisée, et là, ça a été le coup de foudre. Et je me suis dit, c'est avec lui. Alors, quand ils sont repassés à la fin de leur voyage, quelques mois après, ils m'ont proposé de naviguer avec le bateau. Ils me l'ont très gentiment prêté, avec toute la confiance qu'ils avaient en moi et en mon projet. Et puis, un peu de temps après, j'ai pu leur racheter. Grâce à eux, j'ai osé. Grâce à eux, j'ai pu démarrer. Et aujourd'hui, je prépare la Mini Transat 2027.
La Mini Transat, c'est une course qui permet de traverser l'Atlantique sur des petits bateaux qui font 6,50 mètres, donc c'est pas très grand, sans communication, sans assistance. Le but de cette traversée, pour arriver à cette traversée, il va falloir faire une préparation physique, technique, mentale, et en plus un parcours de qualification pour pouvoir espérer être sur la ligne. Moi, j'aimerais le faire avec ce bateau. Ce bateau, je l'ai entretenu toute seule, avec mes 2 petites mains, tous mes doutes et aussi toutes mes économies. J'ai investi plus de 30 000 € dans mon projet depuis le début, toute seule, sans sponsor, sans soutien financier de ma famille ou quoi. Vraiment toute seule, juste moi et ma détermination. Et je voudrais vous dire que pour moi, la Mini Transat, c'est pas une fin en soi, c'est juste un passage, c'est une étape nécessaire. Parce que pour moi, avant de transmettre, il me faut vivre. Avant de vouloir guider, il me faut apprendre à tenir un cap. Et cette course, pour moi, c'est une manière de porter un message, de porter mon message plus loin et de rassembler des gens autour de ce projet. Parce que ce projet, c'est pas le bateau, mais c'est une école avec des enfants. C'est un projet ambitieux et je voudrais qu'il dure. Je voudrais que cette structure soit capable d'accueillir des enfants de tous les horizons. Moi, mon but, c'est qu'ils soient capables d'apprendre dans un système qui leur permette de plus s'épanouir. Je veux construire cette école où ils vont pouvoir apprendre en bougeant. Je veux construire cette école où l'activité physique est un levier de développement cognitif, où l'on relie le corps et l'esprit, où chaque apprentissage va être ancré dans du concret. Par exemple, on va pouvoir réfléchir à combien on va se mettre sur les bateaux, combien on va devoir prendre de bateaux en fonction de la taille du groupe. Pour ça, il va falloir faire des divisions. On va pouvoir apprendre à lire sur une carte. On va pouvoir apprendre à coopérer en faisant une manœuvre sur un bateau. Parce que je suis convaincue que pour moi, en vivant, en expérimentant, c'est comme ça qu'on va apprendre le mieux et qu'on va retenir. C'est comme ça qu'on va se sentir capable. Et ce projet, il a pour but d'être accessible à tout le monde, comme je le disais. Mais tout le monde aussi sans barrière financière. Je veux que ce projet, il puisse y avoir des jeunes autant des quartiers populaires que des jeunes qui sont déscolarisés, qui sont en perte de sens vis-à-vis de l'école. Je veux que ce soit une école qui accueille, qui écoute et qui fasse respirer. Et c'est là que le projet il va prendre toute l'ampleur, parce que créer une école, ça demande beaucoup de moyens. Et sauf que mon défi, ça va être l'accessibilité à ces familles, le coût, et aussi toute la légitimité qu'il va y avoir à créer un projet comme ça qui n'est pas encore très connu. Ma participation à la Mini Transat entre à ce moment-là en jeu. Mon but, c'est qu'avec cette Mini Transat, je ne fasse pas un rêve de traversée en solitaire, mais c'est une vitrine, c'est vraiment un outil stratégique qui va me permettre de montrer mon projet, mon choix pédagogique. Pour moi, participer à cette course, ce sera mettre en valeur toute la difficulté nécessaire pour arriver de l'autre côté. C'est me confronter à l'exigence, à la rigueur, à la préparation minutieuse. Moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est de la persévérance, de l'autonomie, de la gestion du stress, un peu comme aujourd'hui, et de l'apprentissage permanent. C'est aussi me faire connaître, créer un réseau de partenaires autour du projet, et attirer l'attention d'éducateurs, de structures, de mécènes. Parce qu'en portant ce projet de course au large, d'école à travers la course au large, je voudrais me construire une légitimité. Je voudrais montrer que je suis capable d'aller au bout des choses et que je connais le terrain, que je sais me préparer et que je sais gérer une machine technique et humaine. Mon profil, il est complet. Je suis une pédagogue engagée, une navigatrice passionnée et une préparatrice technique. Et avec ça, j'espère que ça permettra à mon projet de montrer qu'il est crédible. Je le vis, mon projet, pleinement. Et je le vis à terre et je le vis sur l'eau. La Mini, c'est pas la parenthèse que la plupart des gens font dans leur vie. Pour moi, la Mini, c'est vraiment la rampe de lancement de mon projet. C'est pour faire entendre ma voix. Alors, chaque mille parcourus, ce sera un pas de plus vers cette école. Chaque fois que je vais hisser les voiles, chaque décision que je vais prendre, chaque avarie que je vais surmonter,
Ce sera ça qui va m'aider à me former au rôle de capitaine de projet éducatif. Et surtout, ça va m'aider à poser toutes les briques du fonctionnement de l'école. Pouvoir structurer des temps d'apprentissage, tester des outils, prendre des modules qui seraient transposables sur une activité en mer, construire sur l'eau tout ce que je rêve de faire à terre. Je veux que cette course, elle serve à quelque chose et qu'elle ait un impact, qu'elle puisse m'ouvrir des portes. Et quand je poserai les pieds à terre, j'ai envie de dire, c'est parti, construisons l'école. Ça, c'est pas avant 2027. Mais cette école de la mer, cette école qui permet d'apprendre autrement, c'est cette école pour ceux qui ont besoin d'air. C'est l'école que j'aurais adoré avoir. C'est celle qui m'aurait peut-être permise de un peu moins douter et d'oser plus tôt. Alors, je voudrais la proposer aux autres enfants pour qu'ils puissent passer à l'action sans attendre, sans renoncer. Ce projet, il est tout jeune, comme moi. Il est imparfait, comme nous tous dans la salle, mais il a le mérite d'exister, il est vivant et il avance. Et pour continuer de le faire avancer, j'aurais besoin de vous. J'aurais besoin de vous pour suivre le projet. Vous pouvez flasher les QR codes. Vous avez mon site internet et la page de contact et de la newsletter. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde puisse venir relier le projet. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés, des entreprises, des mécènes, des structures éducatives, je serais ravie de pouvoir entrer en contact avec eux. Je serai disponible à la sortie de la salle. Et puis, si on arrive à creuser plus qu'un lac dans un jardin, ce serait chouette. Moi, je rêverais d'ouvrir un essai.